Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon top 20 des films du Marvel Cinematic Universe. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la checker. Mais pour vous, je vais rapidement récapituler l'ordre que j'avais décidé des films précédents. Donc là, on va commencer à la 12e place, 11e place, pardon. Je m'étais un peu embrouillé sur les numérotations dans la première partie. Donc on va récapituler pour rendre tout ça un peu plus clair. Donc le moins bon, c'était donc Thor The Dark World. Ensuite, il y avait en 19e position Iron Man 2. En 18e, Ant-Man and the Wasp. En 17e, Doctor Strange. 16e, Hulk, l'incroyable Hulk. 15e, Black Panther. 14e, Spider-Man Homecoming, 13e Avengers, l'ère d'Ultron, et 12e c'était Iron Man. Voilà, donc ça c'était mon classement, il est affiché là pour pas qu'on se perde, et je vais l'actualiser au fur et à mesure des films que je vais rajouter, parce que j'espère que vous êtes en première diffusion et que vous pouvez dialoguer avec moi qui sera derrière mon clavier à ce moment-là, et enrichir cette vidéo, c'est un système que j'aime bien, première diffusion. Bref, j'ai une petite annonce avant de commencer, donc la vidéo évidemment va être longue, hein, c'est une longue vidéo, vous êtes au courant, vous connaissez le principe, vous avez vu de toute façon avant de cliquer combien de temps elle durait, donc voilà, faites autre chose, visuellement il va pas se passer grand chose, hein, je vais juste mettre des affiches alternatives ici et mettre la liste ici, sinon ça va juste être moi qui va parler, donc n'hésitez pas à faire autre chose juste en m'écoutant, ça marche aussi très très bien. Et avant de commencer, donc je voulais juste vous annoncer que j'ai rejoint le Marvel Initiative Podcast, le podcast dont je parlais dans la première partie, que c'est marrant parce que ça a totalement déconnecté de la vidéo que j'ai faite, mais entre-temps on m'a proposé de rejoindre l'équipe et ça me fait super plaisir, donc on a commencé la saison 2, qui est donc consacrée au Spider-Man et au film X-Men, et on a commencé le premier épisode, il est déjà en ligne, vous pouvez aller l'écouter en bas, et donc cet épisode, il parle de Spider-Man 1, de Sam Raimi, réalisé en 2002. Voilà, donc c'est super cool, ça dure 1 heure à chaque fois par épisode, par film, et honnêtement c'est un plaisir non dissimulé de le faire, et ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire partager ce podcast et que vous soyez au courant que je participe. Voilà, écoutez, trêve de bavardage, c'est parti, on enchaîne, on passe à la 11e place, et c'est qui est 11e après vous, à votre avis? Ceux qui sont en première diffusion, c'est qui est 11e? Je sais pas. Eh ben écoutez, c'est Ant-Man réalisé par Brad Payton, le mec qui avait quand même fait la suite, et à la base ça devait être réalisé par Edgar Wright. Je pitch rapidement le film, c'est l'histoire de Scott Lang qui donc sort de prison après avoir purgé sa peine pour avoir fait un noble acte, mais qui est quand même l'a condamné, voilà. Je crois qu'il a piqué de l'argent, il a redistribué de l'argent qui avait été volé par une banque à des gens. C'est un peu... J'ai jamais vraiment trop compris, mais je suis très nul en finance. En deux mots, c'est un espèce d'hacker électronique. Et vu qu'il n'arrive pas à trouver de boulot, il va cambrioler une maison parce que ses potes un peu lui foutent la pression. Et dans cette maison, il va trouver le costume d'Ant-Man. Il va l'essayer, voilà, il va halluciner. Et en fait, c'est un espèce de stratagème de Hank Pym, qui était l'Ant-Man original, pour le recruter, pour qu'il aille cambrioler Hank Industry, ou Hank, je sais plus c'est quoi le nom de la technologie, mais bref, pour qu'il aille cambrioler un nouveau costume qui est créé par le nouveau CEO de Hank Technology, là, le Yellow Jacket, parce que voilà, Hank, il veut pas que sa technologie tombe entre de mauvaises mains. Et en effet, le méchant pas beau, c'est une mauvaise main, clairement. Voilà, donc c'est un film de braquage, et c'est déjà quelque chose qui joue en sa faveur pour moi. J'aime beaucoup les films de braquage. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que c'est un de mes genres cinématographiques favoris. Et Ant-Man, sans être un excellent film de braquage, fait très bien le job là-dessus. Voilà, toute l'histoire est assez simple, elle est centrée sur cette espèce de braquage, et c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est le fait que les enjeux ne soient pas astronomiques. On n'est pas là à défendre la Terre d'une invasion extraterrestre, à éviter la destruction de tout quelque chose d'énorme, non. On est juste sur un mec qui recrute un autre mec pour essayer de voler quelque chose. C'est assez simple, et c'est cette espèce de modestie qui fait que j'aime bien ce film. Il fait un peu du bien, parce qu'il y a un problème de Marvel, c'est qu'il y a des fois, il y a des gros décalages entre les enjeux, le ton. Enfin, pour moi, dans Doctor Strange, le fait qu'il y ait des blagues à des moments où, en fait, des mecs sont en train de crever et que c'est vraiment dangereux, ça me perturbe un peu, quoi, tu vois. Là, au moins, qu'il y ait des blagues, bon, c'est jamais que des gens qui organisent un petit braquage pour voler un costume. Après, oui, ça devient une arme, ça peut être dangereux, tout ça, mais on sent pas le côté menaçant, le côté vraiment périlleux, et le côté vraiment, faut absolument que cette mission réussisse, sinon le monde est en danger, quoi. C'est pas l'enjeu du film. Et ça me plaît. Et aussi, j'aime bien les personnages, je trouve que Paul Rudd qui joue Scott Lang, il est très bien. Il arrive à être drôle, à la fois touchant, c'est genre le perso qui comprend rien et qui est obligé qu'on lui explique tout, parce qu'il est pas crétin, mais pas loin. Et je trouve qu'il est très bien dosé. J'aime beaucoup son interprétation. Je trouve que, voilà, après, Hank Pym, il est très bien joué par ce fameux Michael Douglas, qui en impose. En plus, c'est ce rajeunissement au début qui est assez troublant, même si le début de ce film est nul à chier, par contre. Enfin, à la base, ça devait être Edgar Wright qui a réalisé le film, et l'introduction, ça devait être un braquage, justement, du vieux Ant-Man, genre à Cuba, ou dans un pays d'Amérique latine. Voilà, genre avec une mission de la CIA, en fait, où Ant-Man fait une espèce de mission, quoi, et ça aurait été génial, une intro comme ça, c'est terrible, et là l'intro elle est toute pourrie sur un bureau, c'est juste une discussion, tu t'en fous, tu l'oublies immédiatement, donc c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, le fait que le film devait être réalisé par Edgar Wright avant qu'il ait ce fameux désaccord artistique avec Kevin Feige, là, ça donne l'impression qu'il reste quand même pas mal de choses visuellement, en tout cas d'Edgar Wright. Je trouve que le film est plutôt bien rythmé, dynamique, et a surtout des très bonnes idées de visuel pour mettre en scène le pouvoir d'Ant-Man, que je trouve vraiment génial. Je sais pas pourquoi, à l'époque où il est sorti, les gens disaient non mais franchement, l'homme fourmi, qui ça va intéresser et tout, mais moi j'adore ce pouvoir-là.
le fait de pouvoir rapetissir, c'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer, quoi. Enfin, moi, des films comme Chérie, j'ai rétréci les gosses ou Le Petit Monde d'Arietti, c'est des choses qui m'ont toujours marqué et qui m'ont fasciné tout le temps, quoi. J'adore, par exemple, le conte de Jack et le haricot magique, là, parce qu'il monte à un moment, il se retrouve chez un géant, et le fait qu'il y ait ce rapport d'échelle, c'est un truc, ça me fascine. Donc, perso, Ant-Man, c'est un de mes pouvoirs préférés du MCU, avec Spider-Man, parce qu'il est trop classe, mais en plus, c'est pas un pouvoir, tu vois, Ant-Man non plus, c'est une technologie. Mais voilà, le fait qu'il puisse se rétrécir, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Et visuellement, dans ce film, honnêtement, il marche bien la manière dont ils le mettent en scène, quoi. La première moment où il l'utilise dans la baignoire, le jeu d'échelle fonctionne bien, le moment où il rapetit, après il est dans cette énorme baignoire, il y a l'eau, il s'échappe, après il se retrouve dans une boîte de nuit, ce qui est très étrange parce qu'il fait jour, mais voilà, il traverse plusieurs environnements, il voit des animaux, enfin, il arrive à jouer, il y a un vrai ludisme et un vrai amusement avec ces pouvoirs-là, même la manière dont il va se battre, la manière dont ils vont rétrécir différents objets, avec le porte-clés d'Hank Pym, qui a un tank, et voilà, à un moment ils utilisent le tank. Après, c'est très étrange, parce qu'il t'explique que tu gardes ta masse quand tu rétrécis, mais quand Hank Pym a un tank au bout de son porte-clés, il pourrait pas le porter. Donc ça, j'ai pas tout compris dans on va dire, la logique et la physique du film. Il y a des problèmes, mais en tout cas, c'est un truc qui m'a toujours plu, ce pouvoir-là. Et je trouve que dans ce film-là, il est plutôt bien utilisé. Le fait qu'il ne grandisse pas, d'ailleurs, fait qu'ils ont vraiment un potentiel de se concentrer sur le côté petit, et ils l'exploitent de manière... J'aurais évidemment voulu voir ce qu'Edgar Wright aurait fait avec, mais je trouve que c'est pas déshonorant la manière dont Peyton Reed le met en scène dans ce film-là. Et j'aime aussi son deuxième pouvoir, qui est celui de pouvoir contrôler les fourmis. Franchement, c'est un truc que je trouve vraiment classe. Voilà, il a une armada de fourmis avec lui, les fourmis font différents trucs. Pour moi, ça devient un peu grotesque dans la suite, avec des fourmis géantes et des trucs. Et bon, c'est un peu too much dans la suite, mais dans celui-là, ça va encore. Je trouve que l'utilisation est assez sobre, et d'avoir fourmi volante, il arrive limite à m'émouvoir avec la mort d'une fourmi, et c'est quand même assez fort. Et j'aime beaucoup aussi le climax du film, donc qui oppose Ant-Man et Yellow Jacket. Donc les Yellow Jacket, clairement, ils ont fait la formule de quasiment toutes les origin stories de Marvel où le héros se bat contre un espèce de miroir maléfique de lui-même. Donc tu as eu Hulk qui s'est battu contre Abomination, tu as Black Panther qui se bat contre Black Panther, enfin Killmonger en costume de Black Panther, tu as Iron Man qui se bat contre Obadiah dans une armure, et là tu as pareil, tu as Ant-Man qui se bat contre Yellow Jacket, c'est deux armures très similaires, sauf qu'une elle peut tirer des lasers, hein. Mais je trouve que ce climax fonctionne quand même pas mal, parce qu'il est assez inventif, il est encore une fois très amusant, ils essayent de jouer avec les échelles, le combat se passe dans une chambre pour enfants, donc ils se battent au milieu de jouets, il y a ce truc avec le train par exemple, à un moment ils changent d'échelle, donc il y a l'énorme train qui arrive sur le petit Ant-Man, et là d'un coup tu as un plan où tu vois la scène d'un point de vue d'adulte normal, enfin d'humain normal, et tu vois juste qu'en fait c'est un petit train qui tombe au milieu d'une table, c'est grotesque, et ça apporte une vraie petite comédie assez simple, mais qui fonctionne bien. Et par contre le seul truc que j'aime pas dans ce climax, mais qui est lié au reste du film, c'est le méchant, que je trouve beaucoup trop, pas caricatural, mais un peu... C'est-à-dire que j'ai toujours du mal avec ce méchant de corporation qui veut tout... En fait, il vrille trop vite, le mec. C'est-à-dire que, ok, il veut absolument que son truc aille au bout, mais il va jusqu'à tuer un de ses collaborateurs de sang-froid dans les chiottes, direct, quoi. Donc oui, il est sûr de ne pas se faire gauler, parce qu'il a fait totalement disparaître. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas se faire gauler. Apparemment, t'as pas de cadavre ni rien, c'est quand même compliqué de prouver que le mec a buté ce mec. Mais même, quoi, c'est un méchant, j'ai un peu du mal. Alors, il est interprété par un mec qu'on voit plus du tout, qui était dans House of Cards à l'époque. Je ne connais même plus son nom de famille ni son prénom. Mais en tout cas, ce mec-là a vraiment eu 2 ans où il était un peu bankable, et depuis, on le voit plus. Donc Ant-Man, voilà, je trouve que c'est un film qui a pas la prétention d'être plus que ce qu'il est. C'est une origin story efficace, avec un ton plus léger que le reste. Le tout dans un film de braquage. Il y a cette fameuse séquence aussi avec Michael Peña qui fait des espèces de jeux temporels sur comment une histoire est arrivée. Et ça, j'aime bien parce que ça rend un peu hommage au film de braquage qui utilise souvent différentes, on va dire, temporalités pour, on va simuler quelque chose qui va se passer par la suite, on va remettre en perspective quelque chose qui est arrivé. Il y a ce jeu de narration qui arrive souvent dans les films de braquage. Et dans ce film-là, honnêtement, ils s'en tirent plutôt pas mal. Ils essayent pas de faire des choses extraordinaires, mais tout ce qu'ils font me plaise. Voilà, donc Ant-Man, 11e. C'est pas déshonorant, et à partir de là, tous les films dont je vais parler, c'est des films que j'apprécie plus qu'autre chose. On est en dessous de la 10e place, là, avec le prochain, donc je ne suis pas là pour les clasher, là où dans le précédent, c'était déjà un peu plus le cas quand même. Donc 10e position, écoutez, c'est Thor. Alors Thor, le premier du nom, réalisé par Kenneth Branagh, c'est un film que beaucoup de gens n'aiment plus du tout, qui est assez mal considéré parmi les films du Marvel Cinematic Universe. Moi honnêtement, c'est un film que j'ai toujours bien aimé, et notamment quand je l'avais vu en salle, ça faisait partie des très bonnes surprises du moment. J'avais été très agréablement surpris, et ce pour plusieurs raisons. Donc juste avant l'histoire de Thor, écoutez, c'est Thor qui est plus ou moins banni et envoyé sur Terre pour apprendre l'humilité par son père, après avoir voulu se venger de géants de glace de manière un peu trop impulsive. Voilà.
et provoquer potentiellement une guerre entre deux mondes. Voilà, donc c'est ça, donc on joue sur le décalage de Thor qui est sur Terre, les humains qui savent pas que c'est Thor et qui pensent que c'est juste un lunatique, et Thor qui comprend pas les coutumes des humains, ce genre de choses, et en parallèle t'as Loki qui en fait toute une manigance. Vous avez vu le film probablement, mais j'aime bien toujours recontextualiser un peu, vous rafraîchir la mémoire sur quelle est l'histoire du film. Et donc Thor, pourquoi j'aime beaucoup ça? Écoutez, déjà parce qu'ils ont choisi Kenneth Branagh, et qui est un réalisateur assez spécial de se trouver avec Kenneth Branagh dans le monde du blockbuster hollywoodien que sont le film du Marvel Cinematic Universe, parce que c'est un mec qui a un peu la tradition, enfin, on va dire la réputation d'adapter par exemple des pièces de Shakespeare au cinéma. Il avait par exemple fait Hamlet, je crois qu'il en avait même fait une autre. Donc il a un peu ce côté théâtral, pompeux, on va dire britannique, vraiment ancré au plus profond de lui. Mais je trouve qu'avec Thor, c'est de très bon augure d'avoir choisi ce mec-là. Enfin, c'est pas de très bon augure, c'est pas français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée d'avoir pris Kenneth Branagh parce que, honnêtement, il convient parfaitement au style véhiculé par l'histoire de Thor. C'est-à-dire que Thor, c'est un peu une tragédie grecque, c'est un peu une espèce de tragédie shakespearienne. C'est un conflit entre deux frères, une jalousie, vis-à-vis d'un amour paternel. Il y a ce côté trahison, ce côté cour, en fait. Cour, ouais, on est vraiment dans des espèces d'intrigues de cour avec le roi Odin et ce qui se passe en coulisses pour réussir à prendre sa place. Donc, de mettre un mec qui a un peu l'habitude de traiter ce genre de sujet-là, parce qu'il a la connaissance de toute la littérature britannique, surtout des pièces de Shakespeare qui parlent justement un peu d'intrigues de cour. Enfin, Thor et Hamlet, c'est quand même... Il y a des similitudes, quoi, tu vois, tu peux trouver une espèce de filiation entre ce genre de cette pièce-là et ce film-là, quoi. Ça me paraît pas aberrant, et je trouve que de le prendre lui, ça a apporté un côté sérieux, premier degré, à quelque chose qui, pour moi, dans le MCU, n'existait pas encore, quoi. Donc il y a vraiment ce traitement des personnages qui est fait avec, je trouve, pas mal de brio, quoi. J'aime beaucoup les personnages dans ce film-là, les confrontations entre les personnages fonctionnent vraiment bien. Je trouve que Loki, c'est par ce film-là qu'il devient un personnage vraiment intéressant et que par la suite il sera très bien exploité, mais c'est grâce à Thor, quoi, qu'il est vraiment introduit de manière excellente, et tu te dis putain, ça fait déjà un super méchant, quoi. Et les confrontations qu'il peut avoir avec Thor, il fonctionne très très bien dans l'intensité des dialogues, dans la manière dont les personnages vont jouer. Je trouve qu'il a fait un très bon casting également. Chris Hemsworth, il est parfait en Thor, franchement, mais tu dirais que c'est Thor dans ta gueule, quoi. Alors moi, Thor, c'est un personnage que je connais pas bien des comics, donc en plus j'ai découvert vraiment le personnage par ce film-là, et j'ai trouvé ça très intéressant, aussi bien physiquement que dans son interprétation. Tom Hiddleston en Loki, il est magistral, il n'y a rien à dire. D'avoir pris Anthony Hopkins en Odin, c'est parfait, voilà, il fait le taf. C'est vraiment une valeur sûre. Et Natalie Portman qui, dans ce film-là, joue bien, alors que dans le prochain, elle n'en aura plus rien à foutre. Et là, tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué. Il y a une vraie gravité dans ce qui se passe, un vrai sérieux. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que pour la première fois dans le MCU, c'était jamais que le troisième film. Donc c'est pas non plus comme s'il avait révolutionné quelque chose qui était vraiment installé avant. Mais on est plongé dans un tout autre univers, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du dépaysement total pour moi. Voilà, le truc commence avec une explication de la mythologie, de qu'est-ce qu'est Asgard, des différents royaumes, après on se bat contre des géants de glace, enfin, on est dans un monde où j'étais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, on débarque sur Terre, et il y a ce décalage qui est aussi plutôt bien amené, qui provoque un humour pas dérangeant parce qu'il est logique, ce côté poisson hors de l'eau, avec Thor qui va boire du café, l'éclater par terre comme il ferait sur Asgard, sauf que là il est sur Terre et que c'est totalement chelou, donc tout le monde le regarde bizarrement, le côté que lui, personne ne le croit, enfin, je trouve que le décalage de Thor sur Terre fonctionne, mais toute la partie avant où on traite Asgard et la mythologie asgardienne, enfin la mythologie nordique, où je sais pas trop d'où ça sort, je crois que ça vient de là, mais je m'y connais pas du tout, et ben ça m'a plu, ça m'a vraiment dépaysé, ça m'a appris des choses, j'ai eu l'impression d'être plongé dans un monde que je ne connaissais pas, donc il y a un peu ce côté Seigneur des Anneaux, mais là où par exemple dans le 2, ils essayent vraiment trop de jouer à la filiation Heroic Fantasy, là il y a vraiment ce côté où on part de l'Heroic Fantasy et finalement non, on tend vers le drame shakespearien. Et j'ai trouvé ça vraiment bien rodé. Alors après, c'est pas un film qui est parfait de bout en long. Non, voilà, il y a vraiment des trucs qui marchent pas terrible, l'action est pas terrible, le climax de fin est franchement mauvais, il n'y a rien à dire, ce méchant, Loki est très intéressant, mais l'espèce de destroyer qu'il envoie sur Terre, il n'a aucun intérêt, visuellement il est moche, le combat est nul, c'est juste un espèce de gros robot qui crache des flammes de sa tête. Je trouve que les acolytes de Thor sont totalement insipides, les 3 là, ou 4 avec Lady Sif, le mec qui ressemble à Ghibli. Je n'arrive même pas à me souvenir de combien ils sont, de quelle gueule ils ont, tellement ces personnages-là, tu les enlèves du film, pour moi le film reste le même. Donc il y a quand même des gros défauts là-dessus. J'aime bien la scène d'action contre les géants de glace, je trouve que là, pour le coup, je pense que c'est un peu les équipes des effets spéciaux qui ont mis ça en scène, parce que je vois mal Kenneth Branagh y aller à donf et réussir à vraiment fournir une scène d'action de ce niveau-là, mais en tout cas, peut-être, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a de la gueule, il y a des vraies idées de plans un peu cocasses, par exemple ce plan où tu suis le marteau qui défonce des géants de glace au fur et à mesure. Il y a une utilisation plutôt ludique des pouvoirs de Thor, et ça m'a toujours plu. Donc c'est un film qui est décrié, parce qu'à mon avis, il est un peu
particulier dans le MCU, il n'a pas grand chose à foutre là en termes de ton, en termes de, voilà, de symbolique, de manière dont on utilise les personnages, même de manière dont les séquences fonctionnent, quoi. Parce que c'est beaucoup joué sur l'interaction entre les personnages et pas genre, sur l'action, sur quelque chose de plus simple, c'est quelque chose d'un peu plus peut-être pompeux, mais sans être. Je dis pas que le propos est profond ou quoi que ce soit, mais c'est efficace, quoi. C'est simple, efficace, mais traité avec une forme de premier degré, de grandeur, d'ampleur qui me plaît. Moi, je sens qu'on n'a pas pris n'importe qui derrière la caméra pour mettre en scène ces séquences-là. Et ça m'a plu. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi Kenneth Branagh a fait des Dutch Angle à tire-larigot. Donc les Dutch Angle, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des plans qui sont décadrés, donc où tu as l'image qui est un peu comme ça. Alors, théoriquement, c'est supposé vouloir un peu dire que t'es dans un décalage quoi, par rapport à l'univers dans lequel t'es. Alors par exemple, les exemples connus, c'est Terry Gilliam qui va les utiliser dans l'armée des 12 singes, mais il utilise quand on est dans l'hôpital psychiatrique, donc ça, il y a un sens, quoi. T'es en décalage dans un monde, par rapport au monde normal, t'es dans un monde un peu étrange, et donc cette étrangeté peut être représentée par les Dutch Angle dans le cadre, enfin, ça apparaît plutôt cohérent. Dans l'armée des 12 singes, c'est totalement cohérent. Mais alors, dans Thor, j'ai jamais compris ce parti pris. Quoi. Parce qu'il te le fait à la fois sur Terre, mais à la fois sur Asgard. Donc il n'y a pas du tout ce côté, il l'utilise sur Terre pour signifier que Thor n'est pas dans son élément. Pas du tout. C'est vraiment juste un délire de réal. Donc si un jour vous avez un moyen de m'expliquer pourquoi Kenneth Branagh a utilisé des Dutch Angle tout le film, expliquez-moi parce que ça reste peut-être ma plus grosse interrogation sur le MCU, honnêtement. Et donc on va passer au 9e. Et 9e position, c'est un film que beaucoup de gens aiment énormément, avec lequel j'ai un peu plus de réserve, mais que j'ai appris à réévaluer après l'avoir revu plusieurs fois, c'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Attention. Donc les Gardiens de la Galaxie, volume 1, pour rapidement résumer l'histoire, c'est les Gardiens de la Galaxie qui se rencontrent sur une prison et qui vont s'évader pour pouvoir aller vendre une orbe à un mec qui leur promet beaucoup d'argent. Voilà. Bon, c'est un espèce de scénario MacGuffin où on a un objet, où tout le monde est à la poursuite de cet objet passe de main en main, et ainsi de suite. C'est pas le scénario qui me plaît le plus dans le MCU, et d'ailleurs c'est quasiment un de ceux que j'aime le moins, parce que je trouve que c'est vraiment le scénario prétexte par excellence, mais c'est le problème du MacGuffin. Le MacGuffin, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ce fameux ressort scénaristique qui a été inventé par Hitchcock, qui est donc un objet, on s'en fout un peu de ce que c'est, ça peut être important, mais c'est pas vraiment important, et juste qui m'a motivé l'action de tout le monde, donc on va mettre un objet, et les gentils vont essayer de l'avoir, les méchants vont essayer de l'avoir, et ainsi de suite, et c'est exactement ça les Gardiens de la Galaxie, donc on a cet objet qui est finalement une pierre d'infinité, qui est donc convoité par Ronan, et à la fois qui est poursuivi par les gardiens, parce que c'est eux qui l'ont, parce que c'est Peter Quill qui le trouve au début sur une planète, et ainsi de suite. Donc j'ai un film que je l'ai vu au cinéma, ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid, j'ai pas rigolé, j'ai pas trouvé les personnages attachants, j'ai pas trouvé les environnements dépaysants. Et pourquoi il est 9ème, vous allez me dire? Et bien parce que je l'ai vraiment réévalué après avoir vu le 2, et surtout après avoir vu, enfin pas surtout, après avoir vu aussi un Avengers Infinity War, et surtout après avoir apprécié des personnages. Il m'a fallu plus d'un film pour vraiment sentir que j'aimais cette équipe-là, j'aimais les gardiens, que j'aimais certains personnages plus que d'autres, et donc de revoir le 1 après avoir aimé ces personnages dans les autres films, fait que j'aime bien le 1 après, parce que je comprends en fait pourquoi les gens, si les gens ont tout de suite senti ça, bah, ils ont aimé ce film, parce que c'est vrai que cette équipe est assez attachante, les personnages sont pas tous génial, mais franchement, moi je trouve que Rocket et que Drax, pour moi, c'est mes deux personnages préférés du MCU. Drax parce qu'il me fait mourir de rire, il m'avait pas du tout fait rire la première fois, mais maintenant il me fait mourir de rire parce que ce côté premier degré totalement primaire et que personne me passe, genre quand on lui dit les métaphores lui passent au-dessus de la tête, il fait rien ne me passe au-dessus de la tête, j'ai des trop bons réflexes, je serais capable de l'attraper. C'est le truc. Au début ça me fait rire, maintenant ça me fait quasiment pleurer de rire à ce point-là. Et Rocket, c'est un personnage qui dans le 1 est pas excellent, mais qui sera génial dans le 2, et donc même le fait de le revoir dans le 1 me plaît quand même pas mal. Après, c'est un film qui quand même a beaucoup de bons côtés, il essaye de renouer avec ce côté un peu aventure à l'ancienne, voilà, le début, l'intro, t'as l'impression de voir Indiana Jones, pas l'intro elle est géniale parce qu'elle est assez émouvante, et qu'elle aura une vraie force dans la suite d'ailleurs, mais l'intro, elle met un postulat qui est bien, qui est ce personnage de Peter Quill, qui est vraiment voilà, le concept, il est super efficace, un gamin qui a été enlevé quand il avait 10 ans, dans les années 80 en France, et qui se retrouve dans l'espace, donc qui est bloqué avec la pop culture qu'il a vraiment idolâtré de la Terre des années 80, quoi. Je crois que j'ai dit en France au lieu de dire sur Terre. Mais bref, donc la pop culture des années 80, et donc le fait d'avoir ce personnage-là maintenant, c'est particulier, parce qu'on est un peu, en plus, à l'heure actuelle, dans notre société, bloqué dans les années 80 en termes de pop culture, enfin, on a tous cette espèce d'idolâtrie, donc là, au moins, c'est justifié. Ce personnage-là, il est cohérent et il apporte ça de manière... au moins, on comprend pourquoi c'est là. Là où, par exemple, dans des trucs comme Stranger Things et toute cette espèce de mouvance-là, c'est déjà un peu plus questionnable. Mais c'est marrant qu'ils aient sorti ça au moment du pic de la hype des années 80, avec un personnage qui arrive à apporter ça de manière, pour une fois, un peu justifiée dans l'histoire.
Je trouve que voilà, ça apporte aussi tout un côté musical qui est vraiment jouissif. Je trouve que pour le coup, là, il n'y a pas de doute. Les Gardiens de la Galaxie volume 1, je dis volume 1 alors qu'il s'appelle juste Les Gardiens de la Galaxie, c'est la meilleure BO du MCU et de très très loin. J'aime bien l'écouter, je l'écoute souvent, juste à part comme ça. C'est une des seules BO que j'écoute du MCU parce que les autres, franchement, elles sont totalement. Bon, il y a beaucoup de musique instrumentale là, c'est vrai que c'est plus des chansons pop sélectionnées, quoi, mais elles sont assez insipides et pas vraiment marquantes. Là, franchement, ça m'a fait découvrir des morceaux que j'aime beaucoup depuis, et même il y a des morceaux que je connaissais déjà que j'ai beaucoup aimé être trouvé dedans. Bref, et l'utilisation de cette musique, d'ailleurs, ils en parlaient dans le Marvel Initiative Podcast la saison dernière, ça a potentiellement donné lieu à quelques films musicaux, pas des comédies musicales, mais des films comme Baby Driver. Le succès des Gardiens de la Galaxie a peut-être laissé aussi sa place à des films comme Baby Driver qui jouent beaucoup sur la musique. Il y a quelques films récemment qui vraiment ont utilisé la musique comme un vrai procédé narratif, une vraie utilisation dans la mise en scène, tout ça, et ça vient un peu des Gardiens qui a ouvert un peu la voie et qui a pu dire que le public voulait ce genre de truc parce que la BO a cartonné, ça a vraiment été un petit phénomène et donc ça a aidé à ce que, à mon avis, d'autres films se fassent. Après, je trouve que le film souffre d'un méchant de merde, Ronan, qui est vraiment un méchant que j'aime pas du tout, qui est à la fois caricatural, à la fois trop premier degré, et tu sens que James Gunn, qui est un réal que j'aime bien, qui a des idées rigolotes et qui est surtout un vrai mec qui a une vraie personnalité, il essaye de détourner un peu le côté ridicule de Ronan, parce que, bah voilà, c'est un méchant, je veux récupérer la pierre pour conquérir le monde, quoi. Donc à la fin, il y a ce duel de danse où d'un coup, moi j'avais détesté ce truc au cinéma, je trouvais ça grotesque. Avec du recul, je comprends la volonté d'avoir mis ça, d'un coup ça te ridiculise un méchant beaucoup trop au premier degré. Et le fait qu'il se fasse battre à cause de ça, ça apporte un décalage qui est plutôt bienvenu, là où ça aurait été beaucoup trop primaire d'avoir juste un combat entre les deux trucs. Donc voilà, j'ai un problème quand même avec le méchant. Le film aussi gagne le fait de le revoir parce que maintenant on sait ce que c'est les pierres d'infinité et que ça apporte une forme de puissance et vraiment ça a une vraie mythologie. À l'époque, je m'en foutais, je savais pas ce que c'était les pierres d'infinité dans le MCU. Ça tombait comme ça, ok, c'est une pierre, génial. Maintenant, ça a un vrai sens parce qu'on t'explique vraiment l'origine de quelque chose qui va être hyper important. Il y a aussi Thanos qui a une place assez importante dans le film. Donc le film est enrichi par ce qui s'est passé ensuite. De mon point de vue, je trouve que c'est un film qui est plus intéressant à regarder maintenant qu'il n'a été à l'époque où il est sorti. En tout cas, il était trop précurseur pour ma manière d'appréhender le MCU. Vu que je connais pas bien les comics Marvel, je suis pas comme un fanboy et me dire oh putain la pierre d'infinité, oh putain Thanos, tu vois, je vois juste un perso qui apparaît 2 secondes dans un film et qui m'évoque rien de plus que ça, quoi. Donc c'était ça un peu. Je trouve que la bataille de fin sur Xandar, elle est certes très impressionnante, mais j'ai un problème aussi avec le nombre de morts et le manque de sérieux où c'est pris. Je trouve que ça manque de gravité, quoi. T'as quand même toute une flotte qui se fait détruire et ça me dérange, moi, de buter autant de gens comme ça de manière aussi gratuite, quoi. Et il peut y avoir un peu ça avec la suite, mais vous verrez où je place la suite. Mais donc j'avais un peu ce problème-là quand même. Faut avouer que j'ai toujours un peu de retenue avec ce combat de fin qui est très bien, qui a des belles séquences, des belles idées de graphique et de design, mais j'ai toujours du mal avec le manque de gravité du comparé aux enjeux et à fait que t'es quand même des gens entiers, enfin quasiment des milliers de personnes qui crèvent, quoi, et tout le monde s'en fout, quoi. Et je suis pas non plus hyper dépaysé par les environnements dans ce film-là, quoi. Je trouve que tout est cohérent, ça fonctionne, mais je ressens pas une espèce de dépaysement comme le 2 va réussir à me fournir sur des trucs. Voilà, je trouve que Nowhere, à part ce plan où on arrive, on voit l'espèce de tête au milieu de l'espace, une fois que t'es dedans, c'est assez banal et pas très intéressant. Xandar, bon, c'est ce que c'est, cette espèce de coruscante hyper lisse. Enfin voilà, bon, tout fonctionne, mais je suis pas dépaysé par les environnements. Je trouve pas qu'il y ait une inventivité géniale, je trouve pas que ça pète. Je trouve ça assez insipide en fait, encore. Là où dans le 2, ça le sera beaucoup moins. Voilà, écoutez. Donc le Gardien de la Galaxie est 9ème, c'est une place très honorable dans mon top. Et on va passer au prochain, donc au 8ème. Et le 8ème, c'est Captain America, The First Avengers. Captain America, The First Avengers, c'est un des films que j'ai le plus réévalué en le revoyant, parce que je l'avais détesté à sa sortie au cinéma. Mais vraiment détesté. Pour moi, c'était le plus mauvais film du MCU à l'époque. Je n'y avais trouvé aucun intérêt. Et pendant longtemps, j'ai quand même gardé cette espèce de haine envers ce film. Et là, je me suis forcé à le revoir dans ma rétrospective. Et j'ai été gravement surpris, parce qu'en fait, j'avais juste pas compris ce que le réal avait voulu faire, en fait. J'ai été passé à côté de la volonté donc de Joe Johnston, je crois, si je me gourre pas, de faire un vrai film d'aventure un peu à l'ancienne, en mode... on dit souvent que c'est un film qui s'inspire du côté pulp, des romans pulp, ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté de faire un peu du Indiana Jones à la sauce MCU, quoi. Alors d'ailleurs, l'intro où t'as le Red Skull qui vole le truc, c'est totalement Indiana Jones style, quoi. Et donc je comprends mieux l'approche du truc. Après, j'ai toujours des réserves sur la fin et la dernière partie du film, et le fait que
la partie que j'avais vraiment envie de voir, en fait, elle est ellipsée dans le film, c'est ça qui m'avait énervé. Le fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était la conquête de l'Europe et ce moment où Captain America fait la guerre, quoi. Et donc, avoir un soldat Ryan, mais avec Captain America dans le film, quoi. Je pensais que j'allais voir ça. Évidemment, c'était pas du tout ce que j'ai eu dans le film, parce qu'on a une énorme intro qui est très très longue, qui prend vraiment son temps pour installer le personnage de Steve Rogers, et comment il devient Captain America, et ses relations avec les personnages, et voilà tout ça. Et on a finalement, une fois qu'il fait sa première, on a toute cette partie où il fait juste des spectacles, et il fait cette mission, il doit pas la faire, et il sauve des gens, et après par contre c'est ellipsé jusqu'à la toute fin. Et donc toute la partie ellipsée, moi j'étais, mais c'était ça que je voulais voir, enfin, Captain America qui fait la Seconde Guerre mondiale, quoi, ah, pourquoi vous me l'enlevez? Et donc, bon, avec le recul, j'ai essayé de comprendre ce qu'il a voulu faire, et je trouve qu'en fait, surtout, le personnage est tellement bien intégré dans ce film, tellement bien présenté, que une fois que tu t'es tapé tous les films qui suivent et que tu es arrivé jusqu'à Avengers Infinity War et que tu as vu le parcours de Steve Rogers, le début devient mais hyper poignant, quoi. Moi, honnêtement, j'ai eu des frissons, comme rarement j'ai eu en regardant les films du MCU. Pour moi, c'est une des scènes les plus fortes avec le recul, la séquence où tu as Tommy Lee Jones qui jette la grenade en disant on va voir qui c'est vraiment le brave de la bande, quoi. Et tout le monde s'écarte et le seul qui saute sur la grenade, c'est Steve Rogers, le petit gringalet et tout. Et tu vois, ça m'a... Putain, j'ai pris la mesure de qui était, tu vois, de tout le parcours du personnage, et ça m'a vraiment, je me suis dit, putain, mais en fait, il a toujours été comme ça, il a toujours été le bon mec, quoi, et ça m'a pris au trip, quoi. Et donc d'avoir ce moment-là, parce que c'est ça la force du MCU, je le redis à chaque fois, mais vu que c'est une construction qui se fait au fur et à mesure, quand tu reviens sur les anciens films, il y a tout ce qui s'est passé entre-temps qui vient rehausser certains événements, certaines choses, quoi. Et ça te prend émotionnellement sur des trucs qui t'avaient pas du tout touché à l'époque, parce que moi, Steve Rogers, à l'époque, je m'en foutais, quoi. Donc, c'était pas les 20 minutes d'introduction du film qui arrivaient à faire que j'ai vraiment, que j'ai... C'est quoi le putain de mot? Il y a care en anglais, j'arrive jamais à trouver le mot français. Tiens à lui, voilà, que je tienne à lui. Non, je tenais pas forcément à lui, mais maintenant je tiens à ce personnage de Captain America de Steve Rogers, parce qu'il est grandi en moi au fur et à mesure des années. Et donc ce moment-là, c'était vraiment ultime. Après, il y a les effets spéciaux qui restent quand même bien faits. J'aime bien, c'est quand même troublant ce côté. Il arrive à, alors ça, un petit côté Uncanny Valley, mais faut pas déconner, ça reste quand même bien foutu, quoi. Ce côté, la tête de l'acteur, là, comment il s'appelle ce coco là? Chris Evans, pardon. Donc oui, la tête de Chris Evans sur ce petit corps et tout, ça fonctionne quand même vraiment bien. J'aime bien cette relation avec donc le médecin, pas le médecin, le scientifique allemand là, et ce côté, ce discours qu'il peut avoir sur le monde. Et il y a une phrase qui est vraiment, qui vraiment est forte, qui dit aussi, où il dit j'aime pas les bullies là. Enfin tu vois ce côté-là, et je trouve ça vraiment, ça définit encore une fois super bien le personnage, quoi. Et et pourquoi ils choisissent ce mec-là, la relation qui grandit en eux, elle est vraiment touchante, et surtout a posteriori, encore une fois. Je trouve que c'est vraiment un beau personnage, Captain America, et qui est très bien intégré dans ce film dès le départ. Après, il y a la relation avec Bucky, qui est pas ce qu'il y a de mieux, mais qui, encore une fois, sert tellement à la suite que c'est important. Quand tu le revois a posteriori, ça donne quelque chose d'intéressant. Je trouve que l'action est pas ce qu'il y a de mieux, c'est un peu dommage parce qu'il y avait moyen de mieux faire. Par contre, j'aime bien les designs. Je trouve que les designs fonctionnent bien, ce côté un peu steampunk avec l'Hydra qui est un peu chelou. Bon, l'Hydra, c'est sûr que c'est particulier, quoi. Les nazis avec des lasers, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus bandant, surtout qu'ils sont pas utilisés en termes de combat et en termes de... T'as du mal à vraiment y croire, en fait. C'est le problème, c'est que c'est clairement une dystopie, enfin c'est une uchronie, quoi. Le côté, les Allemands avaient ce côté l'Hydra, quoi. T'as du mal à vraiment y croire, mais à la fois, ça fonctionne, quoi. Moi, je trouve que dans le film, c'est cohérent avec l'univers, ça fait partie de cet univers Marvel. Le méchant a un bête de design, je trouve que Red Skull, il a grave la classe. Après, il est interprété par un acteur que, franchement, j'aime beaucoup, Hugo Weaving. Après, le personnage est un peu... ouais, il manque peut-être un peu de nuances, voilà, c'est un peu bateau. C'est un peu dommage parce qu'il y avait mieux à faire avec un perso comme ça, mais de toute façon, le film a quand même des défauts, il est trop précipité, et à la fois il prend trop son temps sur le début, il est un peu inégal, quoi. Mais il y a une vraie volonté de fournir un vrai film à l'ancienne, d'aventure, qui te propose des personnages premier degré. En fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'ils ont vraiment fait un film où ils se sont dit à quoi aurait ressemblé ce film-là s'il était sorti à l'époque où il se passe. Et donc, ils ont été à fond là-dedans. Alors, il y a peut-être juste le traitement de Agent Carter que j'aime beaucoup, mais qui est anachronique parce qu'à l'époque, ils auraient sûrement été plus machos. Et là, c'est vraiment une femme badass et tout ça, donc c'est très bien. Mais ils ont vraiment fait un film où t'as l'impression d'être plongé en 1945, enfin en 1944 là, aussi bien dans un peu l'esthétique que dans les persos, que dans la manière dont les gens jouent, que dans tout. Et ça fait un peu pastiche, certes, mais c'est une volonté. Donc une fois que t'as compris que c'était volontaire, t'es là. Tu peux prendre du plaisir, et moi j'ai réussi à vraiment prendre du plaisir au moment de le revoir, quoi. Et ça c'est cool, parce que le personnage de Captain America, il est vraiment tout de suite ancré, il fonctionne bien dans son époque, et c'est ça qui va être génial dans la suite aussi, c'est le décalage. Par contre, je trouve ça dommage, bon, d'avoir été
jusqu'au réveil de Captain America dans la fin du film. Je trouve que ça aurait été peut-être un bon twist, mais après le problème, enfin, une bonne manière de continuer l'histoire dans la suite, mais après le problème c'est qu'il fallait rentrer dans Avengers, fallait expliquer ça. Bon, c'est un peu dommage, mais peut-être que ça tue un peu le suspense. À la fois, on sait tous Captain America, ce qui lui arrive, donc c'est toujours le problème du MCU qui traite avec des figures dont on connaît le parcours, mais qui essayent de pas trop griller le suspense. Bon, c'est toujours un peu paradoxal, ça, c'est sûr. Et même le parcours, au moment où il fait son spectacle, sur la propagande, sur le côté comment la guerre est financée, qu'est-ce qui motive les gens à se battre, tout ça, bon, c'est léger, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est plutôt bien introduit dans le récit, en tout cas. Donc globalement, et j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Agent Carter, qui sera malheureusement totalement foirée par la suite, un peu. Beaucoup trop, enfin ça n'a plus rien à foutre là malheureusement, mais dans ce film-là il est touchant parce que ça fait partie de ces histoires d'amour qui sont impossibles et donc c'est forcément un peu poignant et ça fait partie des rares moments un peu intimes du MCU où j'ai cru, j'ai été impacté par ces deux personnages, j'avais envie de les voir ensemble, les voir pouvoir s'aimer et bah, malheureusement le destin a fait que non, ça ne marchait pas. Après il y a cette fin où il doit poser l'avion, bon... C'est un peu, tu te dis, t'as l'impression, c'est pas hyper bien écrit ni mis en scène, t'as l'impression qu'il y avait d'autres moyens de faire ce qu'il fait, quoi. C'est un peu couillon, mais bon, écoutez, ça ne gâche pas le film pour autant. Et voilà, donc c'était le 8e, hein, si je ne m'abuse, et on va arriver à la 7e place. 7e place, écoutez, je la donne à un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, donc toujours réalisé par James Gunn. Alors bon... beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens le trouvent mal branlé, très mal écrit, et c'est pas faux, oui, c'est un film qui est très mal foutu en termes d'écriture, qui est très bizarre, qui est vraiment pas bien calibré, quoi. C'est un film hyper déséquilibré, il se passe un truc au début, après les personnages se séparent, on perd du temps, pendant toute une partie de l'intrigue il se passe rien, ça mouline dans le vide, pour à la fin forcer un peu le côté réunion pour avoir ce combat, où d'un coup l'univers est en jeu, alors que 2 secondes avant tu savais même pas qu'est-ce que tu devais avoir peur de quoi. Donc il n'est pas très bien écrit, mais c'est un peu ce qui me plaît justement. C'est un film qui pour moi fait partie de ces rares films dans le MCU qui a vraiment une vraie personnalité et qui a la personnalité de son réalisateur. Il n'y en a pas énormément, et là-dessus je sens que James Gunn, s'ils lui ont dit « Mec, t'as cartonné avec Les Gardiens 1, vas-y, fais ce que tu veux avec le 2, honnêtement, tu as le champ libre. » Et j'aime ce film pour ça, quoi. C'est un film que je trouve hilarant, mais vraiment drôle, quoi. Les personnages me font mourir de rire, des moments où c'est un des films que j'ai le plus revu, hein. Et il me fait tellement rire, quoi. Moi, Drax, il me fait marrer à mort dans ce film-là, quoi. Mais vraiment, quoi. Toute la séquence où il y a Star-Lord, qui se fait Peter Quill là, qui se fait toucher par Mantis, et donc Mantis révèle un truc, et là t'as Drax qui éclate de rire en le pointant du doigt en disant ah, elle a révélé ton secret le plus intime, tu dois te sentir genre honteux et tout. Et ça me fait trop rire, ce personnage premier degré qui a pas de filtre. C'est vraiment un perso qui me fait marrer. Mais surtout dans ce film il y a Rocket, et je trouve que Rocket, bah là c'est le personnage avec lequel j'arrive à m'identifier dans le MCU. C'est un des seuls, un des rares. C'est moi en fait, Rocket. Non mais il y a vraiment ce côté un peu BoJack Horseman, quoi. C'est Rocket, c'est le connard, quoi, qui sous prétexte de pas réussir à s'ouvrir, de pas avoir par trop de pudeur, de cacher ses sentiments, de pas oser dire aux gens qu'il les aime, et de faire un peu l'insensible, bah, il se crée une carapace d'enculé, de connard, qui fait croire qu'il aime personne. Et la manière dont c'est traité dans le film, c'est vraiment bien foutu, quoi. Et ce moment où t'as Yondu qui le confronte et qui fait « Because you're like me, boy !» Tu vois, et ça m'a grave pris, parce que d'un coup, ça m'a touché personnellement, parce que oui, je suis un peu un connard, en fait, en vrai. Et j'ai ce côté un peu émotionnellement amorphe, qui fait que bah, je me reconnais beaucoup en Rocket dans ce film, et je trouve que son parcours est certes pas, en termes de dramaturgie, il se passe pas grand chose, il fait pas énormément de choses, mais en termes émotionnels, je m'y suis vraiment attaché, et ça m'a touché. Voilà, c'est un film qui a des défauts donc dans sa structure, mais il y a beaucoup de qualités, aussi bien visuellement aussi. C'est un des films les plus audacieux visuellement du MCU, alors pas forcément dans la mise en scène, même s'il y a des audaces de mise en scène, dont je vais en parler un tout petit peu plus tard, mais dans les designs, là, franchement, il y a des couleurs dans tous les sens. C'est un des films qui te présente des environnements vraiment... Voilà, là, ça m'a dépaysé, quoi. Ce moment où t'as Yondu qui est dans un bordel à robots, enfin, il est quand même dans un endroit où il baisse des prostituées robots sur une planète où il neige, là, avec d'autres mercenaires. Enfin, tu fais, putain, mais je suis où, là? Je suis dans le MCU, là? C'est chelou, quoi. Il débarque, il est là, torse nu, avec des cicatrices partout, t'as une pute derrière lui. Enfin, putain, c'est mature, quoi. Je m'attendais pas à voir ça, tu vois. Et il y a ce retour de trucs un peu osés, quoi. Avec ces personnages des Sovereign, là, qui sont donc des êtres immaculés en or. Enfin, je trouve le design génial. Le fait qu'ils soient tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils osent même pas se battre, et donc ils envoient juste des espèces de drones pilotés comme des bornes d'arcade. Enfin, il y a vraiment des idées dans tous les sens, quoi, qui vraiment me plaisent. Et là, pour le coup, je sens l'univers
le vrai univers des gardiens avec vraiment plein de races différentes. Il y a un mec qui a une gueule avec de la glace partout. T'as des gens qui ont des designs rigolos. Le mec qui fait Taserface aussi. Qu'est-ce que ça me fait marrer ce moment avec Taserface là, où Rocket il se fout de sa gueule et tu vois sans aucun filtre. Là, je trouve qu'ils ont aussi la bonne idée de rendre Groot, qui était quand même bon, sympa dans le 1, mais trop Deus Ex Grootina, quoi. Enfin, le côté, il est trop puissant comme personnage, Groot. Et ça, c'était une bonne idée dans le 1 de le buter à la fin, parce que il peut buter tout le monde direct. C'est-à-dire que Groot, à un moment, t'as 12 gardes qui arrivent, en 2 coups de liane, là, il les tue tous. Et tu fais, putain, mais il est trop fort, quoi. Donc, avoir ce mec-là tout le temps avec toi, c'est pas possible. Et donc, d'avoir buté et d'avoir Baby Groot, c'est une très bonne idée du 1. Et là, la manière dont tu traites Baby Groot, c'est très malin parce qu'il en fait pas une décaisse, quoi. Alors, t'as cette séquence où Baby Groot va chercher des objets et galère, qui est peut-être un peu longuette, je suis d'accord, mais qui m'a quand même fait rire. Mais il fait pas le côté, idolation de Baby Groot et on va absolument essayer de vendre des jouets Baby Groot, quoi. Je trouve qu'il y a pas, c'est pas surdosé, quoi. Et ça fonctionne bien. Et ce début, donc là, on rentre un peu dans la mise en scène, il y a ce moment où le mec fait des vrais partis pris et ce plan du début où t'as Groot qui danse sur la musique de Mr. Blue Sky, là, et t'as le combat derrière, moi, j'ai un parti pris qui me plaît, quoi. J'aime bien quand les réals font ce parti pris. Alors oui, c'est frustrant. Oui, la baston, tu la vois pas. Et oui, il va te refaire la même chose dans le film après, où t'auras Baby Groot avec la bombe et tout le monde se battra derrière avec les jetpacks en mode hey, t'as du scotch? Ouais, non, j'ai pas de scotch. Pourquoi tu voudrais que j'ai du scotch? Et tu restes dans un truc qui est à la base inintéressant, mais c'est des partis pris qui me plaisent. Je préfère avoir une action qu'on voit pas parce que le réal n'a pas voulu qu'on la voie pour une raison précise qui est de nous générer de la frustration, de nous créer une forme d'insouciance parce qu'on est un personnage qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Et en plus, bon, ça reste quand même bien stylisé, la première séquence avec cette musique, ce plan séquence qui est un des plans les plus durs à faire de l'histoire du MCU, où ils ont mis, je crois, 2 ans à le faire, tellement il est compliqué en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, d'intégration des personnages, des comédiens qui débarquent et tout ça. Je préfère avoir ça que juste une action lambda, filmée sans grande maîtrise, avec peu d'idées, quoi, de mise en scène dedans. Ça me plaît moins. Et là, au moins, il y a des vraies idées, quoi. Alors après, il y a des trucs qui sont un peu too much. Il y a des séquences où, voilà, la séquence avec la flèche, par exemple, qui tue tout le monde une fois que Yondu l'a récupérée. Pour moi, elle est un peu trop... C'est trop gratuit. Il y a un peu trop le côté de James Gunn qui fait genre, ouais, là, je vais vous faire une scène cool, vous allez voir, ça va être trop la classe, quoi. Et je le sens un peu trop et ça m'énerve un tout petit peu. Mais cette séquence-là, mais après, il y a beaucoup d'autres moments que je trouve vraiment très beaux. Et il y a surtout le truc qui fait que j'aime ce film au-dessus du premier, au-dessus de beaucoup d'autres, c'est que autant il déconne dans le film, il y a beaucoup de vannes, c'est un film qui essaie d'être très drôle, il y a vraiment des moments cartoonesques aussi, avec ce moment par exemple où ils voyagent parmi les trous de verre, et t'as leur tête qui se déformait, et les moments où t'as leur vaisseau, t'as l'impression d'être dans un espèce de flipper, parce qu'il rebondit dans toutes les étoiles, t'as le caméo de Stan Lee, qui est un des caméos les plus intéressants, parce que là d'un coup il raconte vraiment un truc sur tous les autres caméos, et il donne une espèce de logique à tout ce qu'on a vu depuis le début du Marvel Cinematic Universe, donc ça m'a plu aussi, et t'as ce moment aussi où t'as Rocket qui défonce des mecs dans la forêt, et t'as des plans, t'as l'impression d'être dans un comics, quoi, vraiment un comic book, un cartoon comic book, quoi, où t'as des plans, où t'as la forêt, t'as les mecs qui volent devant la lune, enfin c'est hyper visuel, et ça visuellement je trouve qu'il y a des vraies trouvailles et des vraies choses assumées qui m'ont plu, mais surtout, ce que je voulais dire à la base avant de repartir sur le côté visuel, côté cartoon, c'est que le film essaye, et quand il veut, il essaye, et il y arrive à être touchant et à être premier degré émotionnellement parlant. C'est-à-dire que t'as Yondu qui crève, et la mort de Yondu, elle est traitée avec une vraie sincérité. Alors oui, c'est pas subtil, oui, on te met Father and Son sur le côté relation père-fils, qui est la chanson la plus obvious du monde, mais ça reste une chanson magnifique. Et moi, un moment de cinéma magnifique avec une chanson magnifique, j'arrive à l'acheter. Même si sa chanson a été éculée, ça me dérange pas. Et c'est un moment qui me touche vraiment, moi. Ce moment où, en plus, Yondu a les funérailles qu'il mérite, avec les autres Avengers qui débarquent et qui balancent leur feu d'artifice, et ce que Stallone lui a dit au début. Tu vois, c'est con, mais Stallone, par exemple, ça fait genre caméo, Stallone. Mais le fait que ce soit Stallone qui, en une réplique, lui dit genre « You may dress like us, but you'll never hear the horns of freedom when you die, Yondu. And the colors of a gourd will never flash over your grave. » Toi, tu nous as trahis, t'auras jamais le droit aux brumes de machin et au feu d'artifice de Bitonio, tu vois. Ça, t'auras pas le droit, Yondu. Bah, le fait que ce soit Stallone qui le dise, et bah, ça apporte tout de suite une espèce de puissance à cette réplique. C'est-à-dire que tu l'oublies pas, la réplique. Tu fais putain, parce que déjà, Stallone, ça reste un comédien qui envoie du bois, qu'en plus c'est Stallone, il y a l'image qui est véhiculée qui fait que tu t'intéresses tout de suite à ce perso, même si tu le vois une seconde. Et le fait qu'à la fin, bah, ça vienne conclure quelque chose qui avait été planté au tout début du film de manière au détour d'une phrase dite par Stallone,
ben moi, ça me chope émotionnellement à chaque fois, quoi. Et le fait de voir tous ces vaisseaux arriver avec les feux d'artifice et les brumes et tout ça, et ça me fait... En plus, ça, tu vois, ça colporte la mythologie tout de suite en peu de détails. T'as la mythologie des Ravengers qui est dépeinte, et ce côté code d'honneur, respect entre des mercenaires, des pirates, quoi. Et j'aime beaucoup ce moment, cette fin me plaît énormément. Et voilà, la relation Yondu avec Rocket, avec Peter Quill, tout ça s'explique. En plus, ça c'est une blague qui n'a rien à voir avec ce que j'explique, mais avec Mary Poppins. I'm fucking Mary Poppins, yo! You look like Mary Poppins. Is he cool? Hell yeah, he's cool. I'm Mary Poppins, y'all! Trop drôle, quoi, putain. Tu vois, ça me fait... Voilà. Et après, il y a Ego, donc, qui est intéressant, parce que c'est un méchant qui est pas hyper bien écrit, je le concède, qui est interprété par un mec évidemment génial, Kurt Russell, qui est en plus a un côté méta, parce que Peter Quill est considéré dans les années 80, et t'as l'acteur emblématique quasiment pop des années 80 qui joue son père, donc c'est un peu méta. Après, il y a toute cette séquence d'explication qui est vraiment la séquence vraiment posée pour t'expliquer le contexte du méchant, l'univers, son plan. Enfin, c'est hyper posé plan-plan, mais après, moi, ça me dérange pas, genre de séquence. Je conçois que ce soit pas un très beau ouvrage d'écriture, que c'est un peu paresseux, d'un coup d'avoir un mec qui t'explique pendant 10 minutes son passé, et après d'avoir un mec qui t'explique ce qu'il veut faire. T'as un peu la même chose dans Man of Steel, avec, en plus c'est fait avec des espèces de tableaux qui changent et qui t'illustrent le truc. C'est hyper paresseux. Mais bon, le méchant, je trouve que sa planète a un beau design. Voilà, encore une fois, t'es dans le dépaysement, t'y es là. Et il y a des choses qui me plaisent, quoi. Donc franchement, ce méchant a pas tout de bon, mais il arrive à avoir quand même quelque chose qui ne me déplaît pas plus que ça, quoi. Après, j'aime pas trop le côté d'un coup, tout l'univers est à deux doigts d'être détruit si on le tue pas. Ce qui se passe sur Terre à ce moment-là en parallèle, avec cette espèce de boue rosâtre qui évolue, je trouve pas ça très très beau. Mais bon, voilà, ça reste un film qui me plaît parce qu'il a de la personnalité, parce qu'il y a James Gunn derrière, parce que je sens James Gunn, je sens que c'est lui qui a fait ce film, qu'il n'avait pas de bride, qu'il a fait ce qu'il voulait, et il est allé dans tous les délires qui lui plaisaient, et que franchement, j'arrive à adhérer à tout ça, parce que j'y vois de la personnalité, j'y vois vraiment du James Gunn, là où je ne vois pas des mecs en costard qui sont 25 à dire « Ah non, ça on peut faire, ça on fait pas, oh, est-ce que ça, le gamin de 6 ans, il va comprendre ?» Tu vois. Là non, je sens qu'ils ont dit « Bon, vas-y, t'as les clés du camion, mon pote, conduis à la vitesse que tu veux. » Et ça, j'achète, honnêtement, j'achète. Et on en arrive au 6e, et là le 6e, ça reste du lourd, c'est Avengers, premier du nom. Avengers, si vous m'aviez demandé à l'époque de la sortie, donc en 2012, de faire une critique, je vous aurais dit qu'Avengers n'était pas loin d'être parfait. Alors c'est pas un film parfait dans le sens que je l'adore, que je trouve que c'est le meilleur film de tous les temps, mais je trouve que ce que Joss Whedon a réussi à faire avec ce qu'il devait faire et avec ce qu'il avait pour le faire, pour moi, il a fait le film parfait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là du MCU, il fallait ce film-là fait comme ça, quoi. Mais pour moi, c'est un travail d'un génie sur le moment. Il a vraiment trouvé un truc, une formule, il a réussi à trouver quelque chose qui est de l'ordre du génie. C'est hyper bizarre à dire, parce qu'avec le recul, en plus, c'est un film qui n'a pas hyper bien vieilli, qui a vraiment perdu de sa superbe, mais pour le coup, voilà, il y a des films qui ont été rehaussés par la suite. Celui-là, pour moi, n'a pas du tout été rehaussé par ce qui s'est passé après, parce que, en fait, il a tellement posé des bases, aussi bien visuellement que dans l'action, que dans le ton, et dans la manière d'utiliser les personnages, qu'il a tellement été repris après que, en fait, tu t'es habitué à ce qu'il a présenté et que quand tu le revois, il y a un petit goût de vieillot qui s'est installé parce que il a été pompé vraiment par la suite du MCU, quoi. Et quand je dis qu'il est parfait, c'est que il introduit tous les personnages qui ont été introduits avant, enfin, il utilise tous les personnages qui ont été introduits avant dans leurs films séparément, tellement bien, quoi. C'est-à-dire que tu as tout ce que tu veux, quand tu vas voir le film Avengers, que tu vois tous ces persos que tu as vus dans leurs films séparément, tu as tout ce que tu espères. T'as des confrontations entre chaque personnage. T'as Iron Man qui va se friter avec Captain America pendant un petit moment. T'as Thor qui se frite contre Iron Man. T'as Hulk qui se frite contre Thor. T'as Black Widow qui va se friter contre Hawkeye. T'as Thor qui va se friter contre Loki. Enfin, t'as tous les duels. Voilà, il arrive à te créer toute une partie du film par le scénario qui est assez bien rodé, qui est pas du tout débile, où il arrive à te faire toute une partie où t'as les Avengers qui s'apprécient pas, qui se redoutent, donc qui se fritent les uns contre les autres, tout ça, avant de réussir à s'associer. Et au moment où ils s'associent, c'est vraiment... Mais c'est orgasmique, quoi, cette combat de fin à New York où t'as tous les héros que t'aimes, qui d'un coup se mouent en un seul pour réussir à avoir cette alliance ultime et à défoncer tous les extraterrestres, c'est parfait, quoi. Là-dessus, j'ai rien à dire. Alors moi, j'ai toujours fait une analogie avec les films porno, parce que je trouve qu'il a construit son scénario un peu comme un film porno, où t'as des séquences
t'as des personnages, t'aimerais bien tous les voir baiser, donc tu les vois baiser, ah tiens, une scène, deux personnes qui baisent là, ah tiens, une scène d'après, t'as une scène où deux personnes baisent là, alors c'est peut-être une scène lesbienne, et à la fin, t'as l'énorme partouze, quoi, où t'as tous les gens que tu voulais voir baiser qui baisent entre eux, quoi. Et là, c'est un peu ça pour moi, Avengers, le premier, c'est vraiment construit de la même manière, quoi, donc c'est un peu grotesque comme analogie, mais il y a toujours eu ce rapport-là dans ma tête, où je me suis dit, ah ouais, on dirait vraiment un film porno. Et non, mais voilà, c'est parfait, quoi. Après, je trouve que dans l'action, il a réussi à trouver un mix excellent entre un truc qui est classe en termes d'action, qui est vraiment une action qui en envoie visuellement avec des vraies idées, et qui perd pas la comédie aussi, quoi, qui arrive à intégrer la comédie là-dedans de manière mais vraiment parfaite. C'est-à-dire que les autres films n'étaient pas aussi drôles, et à la fois là c'est drôle, mais ça vient pas gâcher la chose. Là où beaucoup de gens, après, parce que le film vraiment a donné un ton, et les gens vont dire ah, l'humour Marvel, mais en fait c'est l'humour Joss Whedon dans Avengers, et c'est lui qui le maîtrise le mieux. Mais tu as des moments, surtout, l'humour c'est pas de l'humour en mode... on va dire des vannes ou genre de trucs, non, c'est des vrais moments qui te marquent. Enfin, je sais pas moi, le coup de Hulk sur Thor. C'est des choses qui te marquent. Le moment où Iron Man dit... I have an army. We have a Hulk. C'est un moment, ça te marque, ça fait un mime. Enfin, tu vois, c'est ancré dans son époque et c'était parfait, quoi. Il y a plein de trucs, le moment où Thor fout le marteau sur Hulk pour le bloquer et qu'il est super vénère. Enfin, voilà. Il a réussi à inculquer cette espèce de magie, de réussir à réunir des personnages qui ont déjà été introduits, mais quand même de réussir à les réintroduire dans un contexte de film où ils sont tous là, donc de réussir à créer une échelle de niveau, tu sais, parce que tu les as tous vus combattre les uns contre les autres, qui est plus fort que qui, ou quelle échelle de valeur ils ont par rapport entre eux. Parce que c'est vrai qu'avant de commencer le film, tu pourrais dire, ah mais Thor face à Captain America, il fait pas un pli. Et en fait, Captain America, avec son bouclier, il arrive à contrer Thor s'il faut, tu vois. Parce que c'est ce qui se passe dans le film. Et tu vois, d'un coup, ça t'enlève une épine du pied de questions à la con que tu pourrais te poser. Il te met tout à plat, il te les expose, les rapports de force, et même les rapports entre les personnages, avec des répliques qui sont parfaitement écrites. Il y a vraiment un sens de la réplique, un sens de réussir à filmer plusieurs personnages dans la même pièce de manière harmonieuse, dynamique, rythmée. C'est hyper bien rodé, quoi. Enfin, cette séquence où ils sont tous là à se chercher des noises et à s'insulter plus ou moins mutuellement. Et t'as Steve Rogers qui dit à Iron Man, ouais, t'enlèves ton costume et t'es qui? Et Claude lui balance. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Tu vois, alors, ce truc, la réplique, elle est énorme. Et pareil, c'est des moments, mais d'anthologie, quoi. Franchement, en termes de... Donc, c'est pas loin d'être un film parfait sur ce qu'il a essayé de faire à l'époque. Après, il a mal vieilli, parce qu'il a été pompé, mais même le méchant est génial. Loki, alors il y a toute cette période Dark Knight, hein, où on est dans le méchant, dont le plan, c'est de se faire capturer exprès par les gentils pour, en fait, infiltrer de l'intérieur et réussir à les détruire de l'extérieur. C'est marrant, il y a des martingales de scénaristes, et j'en ai pas parlé avant, mais vous allez voir, des martingales de scénaristes comme ça qui reviennent un peu. Donc t'as l'époque Dark Knight qui a lancé Skyfall qui a exactement la même chose, Star Trek Into Darkness qui a exactement la même chose, Avengers qui a exactement le même procédé, donc du méchant qui se fait capturer exprès. Et dans les martingales de scénaristes, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 en utilise une aussi, qui est la même que dans Toy Story 3, avec ce fameux méchant qui au départ est supposé être un mec bien, où tu penses que ça va être un mec à qui tu peux avoir confiance. En fait, non, ça y est, le grand méchant. Voilà, tu vois, ça me fait marrer parce que tu sens des moments où il y a des films qui tentent un truc qui fonctionne bien et après il va être pompé par plusieurs films après, de manière plus ou moins discrète pour utiliser le même procédé. Et donc là, Avengers, clairement, ils ont réutilisé le procédé de Dark Knight, mais ça fonctionne bien, quoi. Ça fait que le film, t'as pas de perte de rythme, tous les personnages sont hyper iconiques, ils arrivent tous à exister d'une manière ou d'une autre, en ayant vraiment leur personnalité propre, c'est-à-dire que Steve Rogers, il a son côté anachronique, avec tout son côté où genre, il n'est pas scientifique, donc il y a ses confrontations avec Iron Man, le moment où il lui dit vas-y, va toucher les câbles, et qu'il lui dit ça a l'air de fonctionner d'une manière électrique, tu vois, alors un truc comme ça, mais ça fonctionne bien. Il y a Hulk, enfin... Mark Ruffalo, donc interprète Bruce Banner, qui a son côté un peu méfiant, qui n'arrive pas à avoir confiance, et donc qui est pas sûr de lui, mais qui est à la fois super intelligent. Alors puis ça, cette relation avec Black Widow qui est un tout petit peu amorcée. J'aime beaucoup cette séquence où elle va le chercher avec ce plan de haut, où d'un coup tu as tous les mecs qui reculaient, tu as tout le mouvement des soldats qui reculent. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Le fait d'avoir utilisé Hawkeye et de l'avoir rendu méchant dès le début du film fait que, bah voilà, tout de suite tu as un personnage qui n'avait pas vraiment été introduit avant, que tu introduis en tant que méchant, donc que tu découvres un peu par le biais des autres et qui est beaucoup moins plat que ce qu'il ne pourra être par la suite, parce que d'un coup, bah, il est classe, quoi. Ça fait une vraie menace, tu sens qu'en fait il est super fort avec ses flèches, et quand il redevient gentil, après s'être battu avec Black Widow, en plus tu as cette confrontation entre les deux tout de suite, qui est hyper intéressant, qui apporte une vraie densité à leur relation tout de suite, quoi. Tu sens qu'il se passe un truc entre eux parce qu'ils sont potes et qu'ils doivent se friter. Et à la fin, quand il se bat avec ses flèches, c'est trop la classe, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment... Je savais partie de ces films où je trouve que, malheureusement, quand tu revois maintenant, il n'a pas la superbe qu'il a eu à l'époque, mais à l'époque, franchement, mais j'étais en admiration
Pas forcément parce que ça me plaisait plus que ça, mais je trouve qu'il a réussi l'alchimie parfaite sur ce qu'il avait à faire. C'est rare de voir un film où tu sais que c'est pas un grand film, genre, pour moi ça rentre pas dans les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Parce qu'il y a des films que je trouve plus profonds, plus intenses, voilà, plus intéressants. Mais ce film-là, par rapport à ce qu'il a à faire, c'était pas loin d'être le film parfait, quoi. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans la critique et dans la manière de juger les films. C'est qu'il y a des fois où tu juges les films par rapport à tes goûts, par rapport à ce que tu considères être un grand film, et il y a des fois où tu peux aussi considérer les films par rapport à ce qu'eux essayent d'être. Et ça me plaît aussi de prendre ce parti-là, et d'essayer de comprendre ce que le film essayait d'être, et voir s'il y a réussi. Bah là, pour moi, Avengers, il était pas loin de la perfection avec ce qu'il a réussi à être, avec ce qu'il devait faire. Il devait réussir à mélanger plein d'héros qui avaient déjà été faits avant, et quand tu vois par exemple un truc comme Justice League, tu te rends compte à quel point Avengers était bien fait. Justice League, il foire tout ce qu'Avengers avait justement réussi. Les héros, ils sont pas bien introduits avant. Ça, c'est un autre problème, c'est pas le problème de Justice League, mais ce que je veux dire, c'est que t'as aucune jouissance à voir les héros se réunir, parce que t'as pas eu ce moment où d'un coup, moi, t'avais envie de voir Superman se friter contre Wonder Woman, t'avais envie de voir Aquaman se friter contre Batman, t'avais envie de voir les héros se friter entre eux, parce que d'un coup, parce que des héros aussi iconiques que Wonder Woman, Superman, Batman et Aquaman et Flash, c'est aussi des super combattants et donc des super antagonistes pour des moments. Enfin, tu vois, d'avoir ça, t'avais besoin d'avoir ça. Enfin, c'était vraiment, mais logique d'avoir ces petits moments où en fait tu essaies de savoir comment Batman arriverait à battre Flash. Bah, dans Justice League, t'as rien de tout ça. T'as rien. T'as juste une alliance directe et contre un méchant lambda dont on n'a rien à foutre, et donc ça donne un film qui marche pas. Alors que là, Avengers, ça marche. C'est un grand film par rapport à ce qu'il devait faire, c'est magistral. Et donc il est 6e parce que c'est pas le film que je préfère. Je trouve que il y a des petits problèmes en termes par exemple de design. Je trouve que maintenant, ça fait très cosplay. Là où, par la suite, ils arriveront à parler, notamment les Russo, par exemple, le costume de Captain America. Alors oui, il lui file son ancien costume et tout, mais là, il fait vraiment cosplay, quoi. Et tous. C'est-à-dire que même Thor, il fait très cosplay, avec de l'armure hyper marquée et tout ça. Ça va prendre un petit coup de vieux par la suite, parce on va dire qu'ils vont peut-être se nolaniser un peu par la suite, en étant un peu plus ancrés dans une forme de réalité, ou même quand ils vont être en plus en décalage, ils vont avoir des designs qui vont s'affiner un peu, et je trouve que là-dessus, ça fonctionne un peu moins bien. Voilà, mais sinon, c'est vraiment un film que j'aime vraiment beaucoup. Donc il est 6e. Écoutez, je vais faire un geste de pute. Je vais arrêter cette vidéo là. Je suis désolé les gars, voilà. Je suis navré, mais j'ai plus de gorge. Voilà, je suis vanné. Donc, bah écoutez, il restera une dernière vidéo où je parlerai de mes 5 favoris. Donc, si vous connaissez ce qui reste, vous êtes là, vous dire putain l'enculé, il a pas mis Iron Man 3, mais en fait il aime bien Iron Man 3, cet enculé, comment il peut justifier ça? Putain, j'ai hâte de savoir comment il va réussir à défendre cette merde. Et bah oui, vous le verrez ça dans la suite. Et oui, ce sera dans la suite que vous me verrez défendre Iron Man 3 et dire à quel point j'aime ce film. Mais oui, mais j'ai mes arguments, je suis prêt à les dérouler. Voilà, bref, ce sera dans la suite. Donc, 3e partie à venir. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir, de vous présenter mon top, de toujours continuer dans cette démarche de parler longuement des films. Mais ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est de pouvoir dialoguer avec vous dans la première diffusion. Parce que si vous avez été là au moment où j'ai posté cette vidéo, et normalement, là j'ai vraiment fait l'effort d'être avec vous dans les commentaires tout le long. Et donc d'avoir pu réagir à ce que vous me disiez, de voir vraiment une interaction. Et ça, j'aime bien ce petit problème de première diffusion, parce que j'aime pas faire des lives, parce que ça me fait bafouiller. En plus, c'est hyper délicat de répondre à ce que vous dites, en même temps de garder un flux conducteur. Enfin, je trouve ça pas hyper optimum, alors que là, la première diffusion, ça fait que j'ai une vidéo qui est travaillée, qui a une belle gueule, qui a un montage dynamique, avec les infographies qu'il faut, les affiches à droite, le texte à gauche et tout ça. Mais je peux quand même dialoguer avec vous pendant la vidéo, et donc j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas à être là pour la 3e partie, qui sera également en première diffusion, où donc je finaliserai ce top 20, et vous saurez quel film je considère être le meilleur film du MCU. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me mettre évidemment dans les commentaires tout ce que vous avez à me dire sur tous les films dont j'ai parlé, votre top 20, on en discute, voilà. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon lien Utip pour aller regarder quelques pubs et me mettre un peu de beurre dans les épinards pour réussir un peu à me fournir de l'argent pour que je puisse améliorer mon contenu vidéo, prendre un peu plus d'audace, voilà. Et j'ai envie de vous dire que d'ici là, bonne toile!